Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Vous êtes sur RTI 1. Bonjour et bienvenue. Abidjan abrite ce vendredi la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Les chefs d'État du Mali, du Niger, du Bénin, du Burkina Faso, du Togo et du Sénégal ont été accueillis à l'aéroport par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. La cérémonie d'ouverture, elle s'est tenue ce matin au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Ensuite, nous irons au palais de la présidence de la République pour parler des audiences du président de la République. Le chef de l'État a reçu cette semaine l'ambassadeur du Koweït en Côte d'Ivoire, le président de la commission de l'UEMOA, puis le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en sa qualité de nouveau président de l'APF. Au Soudan, le régime militaire annonce avoir déjoué un coup d'État. C'est ce qu'a affirmé hier soir un représentant du Conseil militaire au pouvoir. Cette annonce survient alors que militaires et opposition politique doivent signer dans les jours qui viennent un accord définitif de partage du pouvoir, négocié sous l'égide de l'Union africaine et de l'Éthiopie. On se rend tout de suite au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire où, je vous le disais en titre, la cérémonie d'ouverture de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA s'est tenue. Une cérémonie retransmise en direct sur nos antennes. Nous y reviendrons plus largement dans nos prochains journaux grâce à l'ensemble de nos reporters déployés pour l'occasion. Mais avant, je vous propose d'écouter un bout de l'intervention du chef de l'État. Je me félicite des bonnes performances enregistrées par l'UEMOA ces dernières années. La croissance économique de l'Union s'est établie à 6,6% en 2018, le même niveau qu'en 2017. Cette résilience résulte de la bonne qualité des politiques conduites par le gouvernement de nos États et par les organes et institutions communautaires. Pour les années à venir, les perspectives sont tout aussi favorables. Dans ce cadre, j'invite nos États à œuvrer au respect des critères de convergence retenus au titre de la surveillance multilatérale. Un accent particulier devrait être mis sur la mobilisation des ressources intérieures nécessaires à l'accroissement des dépenses prioritaires. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, honorables invités, Mesdames et Messieurs, s'agissant du processus d'intégration de l'Union, des avancées significatives sont enregistrées, notamment dans le domaine de la gestion macroéconomique, de la convergence économique, de l'approfondissement du marché commun, du renforcement des infrastructures et de la mise en œuvre des politiques sectorielles. À ce sujet, l'exercice de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires dans chaque État membre a contribué à améliorer leur mise en œuvre. Pour prendre part à cette 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, 6 chefs d'État ont fait le déplacement. Ce sont ceux du Mali, du Niger, du Bénin, du Burkina Faso, du Togo et du Sénégal. Ils ont été accueillis à l'aéroport par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. On regarde. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. Il est 15h37 lorsque l'avion transportant le président de la République du Mali se pose sur le tarmac. Ibrahim Boubacar Keïta est accueilli au bas de l'échelle de coupé par le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement. Le président de la République du Mali est à Abidjan pour prendre part à la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ibrahim Boubacar Keïta, à son arrivée, a communié avec ses compatriotes vivant en Côte d'Ivoire. C'est à 17h30 que le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, a foulé le sol ivoirien. Présent pour le même motif, il est accueilli à sa descente d'avion par Daniel Kablan-Duncan, vice-président de la République. Membres du gouvernement et chefs traditionnels, ainsi que la communauté nigérienne, lui ont réservé un grand accueil.
troisième chef d'État a atterri sur le sol ivoirien. C'est le président de la République du Bénin, Patrice Talon, arrivé à 22h05 ce jeudi pour participer aux travaux de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Il est suivi ce vendredi matin par le président de la République du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, arrivé à 9h45, et le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, arrivé 4 minutes après, dans une belle ambiance entretenue par leurs ressortissants vivant en Côte d'Ivoire. Macky Sall, le président de la République du Sénégal, est arrivé également ce vendredi matin. Tous ces chefs d'État présents dans le cadre de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement ont été accueillis à leur arrivée par le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan. Notons que le président de la République de Guinée-Bissau s'est fait représenter par son premier ministre. Abidjan abrite donc la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Le président Alassane Ouattara est le président en exercice de la conférence. Il est prévu l'état des lieux du processus d'intégration sous-régionale porté par l'Union. Mahama Traoré nous égrène ici les sujets qui seront abordés lors de cette rencontre au sommet. Le dernier sommet de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine à Abidjan, remonte à avril 2017. Une session extraordinaire qui s'était soldée par la désignation du Nigérien Abdallah Boureima au poste de président de la commission de l'UEMOA. La réunion de ce vendredi sera une session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, la 21e du genre, depuis la création de l'organisation sous-régionale en 1994. Le président Alassane Ouattara, président en exercice de l'UEMOA, convie ses pairs sur les bords de la lagune ébriée pour examiner le rapport 2018 de l'État de l'Union. Les 8 chefs d'État passeront aussi en revue la mise en œuvre des réformes et politiques communautaires, telles la réforme des finances publiques, préconisant une gestion des budgets des États par programme en lieu et place des budgets de moyens. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont les 3 pays sur les 8 que compte l'Union qui expérimentent déjà cette réforme. Ils seront rejoints par la Côte d'Ivoire dès le 1er janvier 2020. Nul doute que la question de la monnaie unique de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sera également abordée lors de ce sommet des 8 pays ayant en partage le franc CFA. Les chefs d'État passeront ainsi en revue le processus de convergence de leur pays vers cette future monnaie qui réunira les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest et dont l'entrée en vigueur est prévue pour 2020. Outre les questions économiques, le sommet va aussi plancher sur l'état de la paix et de la sécurité dans la zone franc, tout comme les dossiers relatifs à l'état d'avancement des projets d'infrastructure ou encore à la libre circulation des biens et des personnes. En clair, cette 21e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA entend donner un coup d'accélérateur au processus d'intégration sous-régionale. Voilà pour le chapitre 21e sommet de l'UEMOA Abidjan. On se rend maintenant au palais de la présidence de la République pour parler des audiences du chef de l'État. Il a reçu, Alassane Ouattara a reçu cette semaine, hier donc, l'ambassadeur du Koweït en Côte d'Ivoire. Au centre des échanges, le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Koweït et la Côte d'Ivoire. Le président a également reçu le président de la commission de l'UEMOA, puis le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en sa qualité de nouveau président de l'APF. Fin de mission pour l'ambassadeur du Koweït en Côte d'Ivoire. Mohamed Hussein Al-Felakawi est venu le signifier au président de la République Alassane Ouattara. Le diplomate koweïtien a également saisi l'occasion de cet échange pour réaffirmer au chef de l'État la volonté de son pays d'intensifier sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Une coopération qui a entamé une nouvelle ère depuis la visite officielle effectuée par le président Alassane Ouattara au Koweït en 2018. C'était aussi une occasion de présenter les salutations de son émir de Koweït au président de la République. L'ouverture d'une ambassade en Koweït et l'ouverture d'une ambassade en Côte d'Ivoire, cela est de renforcer les relations politiques et économiques qui existaient depuis longtemps, et cela va aussi faciliter le déplacement et aussi agrandir les projets qui vont s'ouvrir après. À la suite du diplomate koweïtien, le chef de l'État a échangé avec le nouveau président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Amadou Soumaoro.
puis avec le président de la commission de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Certainement une rencontre préparatoire du sommet des chefs d'État de l'UEMOA qui se tiendra à Abidjan ce vendredi. Et qui se tient donc aujourd'hui. Nous en parlions à l'entame de ce journal. L'UEMOA, c'est 8 États membres. Le Conseil de l'Entente, lui, regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. Le Conseil de l'Entente est la plus ancienne organisation de coopération en Afrique de l'Ouest. Il a pour mission, entre autres, d'assurer la paix, la sécurité et la stabilité des 5 États membres. Le Conseil de l'Entente de 1959 à aujourd'hui. Quel parcours? C'est un document signé Sidonie Davila. C'est une institution vieille de 60 ans, mais jusque-là, très peu connue des populations. Qu'est-ce que c'est le Conseil de l'Entente? Aucune idée. Je le connais depuis l'école. Il est composé de 5 ou 6 pays de la sous-région. C'est une structure étatique qui a pour mission certainement de renforcer, n'est-ce pas, la coopération entre les différents États. Et dire que le Conseil de l'Entente vient de célébrer avec faste ses 60 ans d'existence. C'était le 29 mai dernier. Né de la volonté de 4 pères fondateurs, le Conseil de l'Entente a pour objectif le maintien de la paix et de la sécurité dans son espace, ainsi que le développement des pays membres en vue d'assurer le bien-être de ses populations. Une histoire qui débute en 1959. 3 éléments doivent être pris en compte pour comprendre le contexte historique de la mise en place du Conseil de l'Entente. Le premier élément, c'est la colonisation française en Afrique noire. Le deuxième, la communauté franco-africaine créée par la Constitution de la Ve République française. Le troisième élément, enfin, la querelle dite des fédéralistes et des antifédéralistes. Au départ de sa création, 4 pays membres, Burkina Faso, Bénin, Niger, Côte d'Ivoire, rejoints 7 ans plus tard par le Togo pour former le Conseil de l'Entente. Tous jeunes États, indépendants en 1960, le processus de leur construction va donc débuter avec la création du Conseil de l'Entente. Très tôt propulsée, cette institution connaît plusieurs étapes importantes. Ce que nous appelons l'âge d'or, c'est la période de 59 jusqu'au début des années 90, où le Conseil d'Entente a mis en place un vaste programme de développement, surtout de développement rural. Dans chacun des pays, il y a eu plus de 6000 forages effectués. Il y a eu un programme touristique avec la construction de réceptifs hôteliers. Il y a eu un programme de soutien aux PME africaines. Il y avait le fonds de solidarité au départ, transformé en fonds d'entraide et de garantie des emprunts du Conseil de l'Entente. Même s'il a aussi connu une certaine léthargie, à 60 ans, l'institution peut encore se targuer d'être l'instigatrice de plusieurs autres organisations telles que l'UEMOA et la CEDEAO. Le Conseil de l'Entente est la source d'inspiration qui a permis de créer les autres organisations sous-régionales. Le Conseil de l'Entente aujourd'hui a créé un cadre de concertation avec les autres organisations sous-régionales telles que la CEDEAO. Ce cadre de concertation a pour but de faire en sorte que le Conseil de l'Entente et la CEDEAO puissent travailler de façon complémentaire. En 2011, au Bénin, un nouveau souffle est donné au Conseil de l'Entente par les héritiers que sont les présidents actuels des pays membres. Une charte est signée, dotant l'institution de nouveaux instruments. Désormais, nous avons repris nos activités et donc progressivement, le Conseil de l'Entente sera connu, puisque nous réalisons des choses concrètes pour les populations. Sans beaucoup de moyens, nous avons, depuis 2013 jusqu'à maintenant, touché plus de 100 localités, quelques 117 localités, soit en forage, soit en électrification par énergie solaire, la construction de collèges, d'écoles, de centres de santé. De 1959 à 2011, l'environnement a changé. Donc les défis qu'on avait en 1959 ne sont plus tout à fait les mêmes défis qu'aujourd'hui. Nous sommes en transition démocratique.
Au cours des festivités marquant ses 60 ans d'existence, une semaine durant, l'entente et la solidarité, deux valeurs qui caractérisent les membres de cette organisation, ont été aussi célébrées. Il y a un sentiment d'appartenance qui est réel dans l'espace entente. Parce qu'il n'y a pas eu de guerre entre les États. Et ça, c'est l'œuvre du Conseil de l'entente qui a fait en sorte qu'il y ait la paix dans son espace. Le rêve des pères fondateurs est devenu réalité. Les chefs d'État actuels veulent renforcer cela. Pour matérialiser les valeurs d'entente et de solidarité, le Conseil de l'entente envisage de construire une tour dédiée à la paix. Une œuvre qui va, selon son premier responsable, transformer puissamment la visibilité du Conseil de l'entente. La volonté de redynamiser le Conseil de l'entente passe également par la mise en place d'une de ses représentations en Europe. Depuis la nomination du secrétaire exécutif en 2012, son Excellence Patrice Kwame, et on avait vu la nécessité d'avoir une représentation en Europe, et étant donné que le Conseil de l'entente a besoin de partenaires, notamment au niveau des accords de coopération et également aussi des financements à avoir pour le Conseil de l'entente dans le cadre de sa coopération au développement. À la clôture des festivités du 60e anniversaire de l'instrument, ils ont été nombreux, ces hommes et ces femmes, à montrer leur attachement à cette institution. Les 60 ans du Conseil de l'entente, c'est une bonne chose. Ça permet de croire à nos organisations régionales. Nous pensons que la jeunesse du Conseil de l'entente doit être mise en avant-garde dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte aussi contre la question de l'emploi du Conseil de l'entente et de la lutte aussi pour la sécurité de l'espace entente. Notre rôle à nous, c'est de faire en sorte que dans l'espace entente, cette vision triomphe et serve aux intérêts des populations. Malgré le poids de l'âge qu'elle affiche, la doyenne des institutions sous-régionales ouest-africaines présente une santé de fer et veut demeurer une institution forte pour le bien-être des populations. Le Conseil de l'entente d'hier à aujourd'hui, document signé Sidonie Davila, à revoir sur rti.ci et sur tous nos réseaux sociaux. Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale, a reçu hier son homologue burundais. Il a été principalement question de coopération entre les institutions parlementaires des deux pays. Puis, l'hôte d'Amadou Soumaoro l'a félicité pour son élection à la présidence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Moussa Konaté, reportage. Établir des liens de coopération entre l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et celle du Burundi. C'est le but de cette rencontre entre Amadou Soumaoro et son homologue Pascal Nyambenda. Les deux personnalités ont échangé sur le rapprochement de leurs institutions. Aussi, ils ont évoqué la question de la mise en observation du Burundi au sein de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Aujourd'hui, nous sommes très contents parce que mon frère a été élu comme président de l'APF. Nous comptons beaucoup sur lui parce que le Burundi est placé sous observation depuis 2015 et nous espérons qu'avec notre frère qui est à la tête de l'APF, que ce statut pour la section burundaise va changer. Le président de l'Assemblée nationale du Burundi était présent en Côte d'Ivoire pour la 45e session de l'APF tenue du 5 au 9 juillet à Abidjan. On en vient maintenant à la conférence internationale sur la liberté des médias. Conférence tenue récemment à Londres en Angleterre en présence de Sidi Tiemoko Touré, le ministre ivoirien de la communication et des médias, qui est intervenu sur la question du rôle des médias dans la protection des droits de l'homme. Franck Quadio était notre envoyé spécial sur place. Le ministre ivoirien de la communication et des médias à la conférence internationale sur la liberté des médias, Londres, 10 juillet. La Côte d'Ivoire partage son expérience. Pour Sidi Touré, l'opportunité est belle. Elle favorise la création de plateformes interactives entre professionnels de la communication et des médias. Le ministre de la Communication a aussi parlé des avancées du pays selon l'indice 2019 de Reporters sans frontières. La Côte d'Ivoire est passée de la 82e place l'année dernière à la 71e cette année. La Côte d'Ivoire est passée de la 159e place en 2011 à la
96e place en 2013 pour atteindre cette année la 71e place cette année 2019. Et nous travaillons à nous améliorer davantage chaque fois. Les lois portant régime juridique de la presse et de l'audiovisuel de 2007 consacrent plus que jamais la liberté d'action pour les professionnels du secteur, en ce qu'elles proscrivent désormais la détention, la garde à vue et l'emprisonnement d'un journaliste dans l'exercice de son métier. L'amélioration des conditions de vie et de travail des professionnels de la communication et des médias est une préoccupation permanente pour mon gouvernement. Notons que la Côte d'Ivoire participe à cette conférence de 2 jours à Londres sur invitation de l'ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire. Le thème de cette première conférence du genre s'articule autour du rôle vital des médias libres et indépendants dans la protection des droits de l'homme. Elle a pris fin le 11 juillet. Autre chose, à présent, les autorités portuaires marocaines entendent accroître le volume des échanges commerciaux entre le port de Tanger et les ports ivoiriens. Le port de Tanger, qui après plus d'une dizaine d'années de travaux, a mis en service sa seconde tranche avec de nouveaux terminaux à conteneurs. Son activité principale reste le transbordement de conteneurs. Les détails avec Lanciné Bakayoko. À travers ce complexe portuaire, désormais le plus grand d'Afrique en volume de conteneurs, l'ambition des dirigeants marocains est de faire de Tanger un hub maritime. Situé non loin du détroit de Gibraltar en face des côtes espagnoles, desservant 86 ports dans 77 pays, sa position stratégique lui donne de solides arguments. Il sera la capacité du port à 9 millions de VP, ce qui positionne le port à être la première plateforme en Méditerranée en termes de capacité conteneur. Le parc industriel adossé au complexe portuaire en zone franche compte 915 entreprises et 70 000 employés, tournés principalement vers la transformation de produits destinés à divers marchés. Mais le secteur automobile représente l'un des principaux leviers de développement. En 2017, plus de 300 000 voitures ont été exportées via le terminal spécialement dédié aux véhicules. On a 2 terminaux à véhicules. On a un premier terminal à véhicules qui est dédié uniquement et exclusivement à l'activité des véhicules, qui sont soit en exportation issue des usines marocaines, ou bien en importation vers le marché local. Et il y a un deuxième terminal qui est le terminal multi-utilisateur, qui est principalement dédié à l'activité de transbordement, de part et d'autre des véhicules construits dans des pays et destinés à d'autres pays autres que le Maroc. Au niveau technologique, les terminaux sont équipés de moyens ultra-modernes. À titre d'exemple, pour charger des bateaux qui peuvent embarquer jusqu'à 20 000 conteneurs, ce grutier ne monte plus dans les portiques. Les engins sont pilotés à distance depuis un bureau et fonctionnent grâce à un système de reconnaissance optique. Avec la Côte d'Ivoire, les relations ne seront pas nécessairement concurrentielles. La Côte d'Ivoire pèse plus que 125 000 conteneurs par an qu'on échange. Alors un conteneur, c'est une moyenne de 10 tonnes. Ça fait quand même pas loin d'1,5 million de tonnes de marchandises qui s'échangent à travers le transit de Tanger-Med. Beaucoup d'armateurs qu'on a encouragés à toucher la Côte d'Ivoire pour que les prix de transport baissent. Et nous sommes dans le partage. En 2018, le port de Tanger a traité 52 millions de tonnes de marchandises. D'après sa direction, à partir de l'exercice en cours, ce trafic manutentionné pourrait atteindre annuellement les 120 millions de tonnes. Nous sommes maintenant à la page santé de ce journal. L'OMS a célébré la 71e journée mondiale de la santé le 7 avril, une journée qui marque l'anniversaire de la création de l'organisation. En Côte d'Ivoire, les différents acteurs de la santé ont célébré cette journée autour du thème de la couverture santé universelle. Couverture santé universelle pour tous et partout. On en sait plus avec Salima Toudia. Pour célébrer la 71e journée mondiale de la santé, l'OMS sensibilise de nouveau sur l'importance d'une couverture sanitaire universelle pour les peuples et les nations. La couverture santé universelle n'est pas une option. Elle s'impose à nous. Elle s'impose à tous les gouvernements de tous les pays. Personne ne devrait avoir à choisir entre une bonne santé et les autres nécessités de la vie. L'OMS a démontré que la couverture sanitaire universelle est réalisable grâce à des ressources nationales. Et ces investissements éviteraient dans le monde 97 millions de décès prématurés d'ici 2030 et dans certains pays feraient gagner jusqu'à 8,4 années de vie par personne.
Un élément indispensable à la santé que le gouvernement ivoirien prend à cœur à travers la couverture maladie universelle. Le service de prestation devrait débuter le 1er octobre prochain. Le réseau de soins initial de la CMU intégrera tous les niveaux de la pyramide sanitaire sur tout le territoire et comprendra plus de 800 établissements sanitaires publics, y compris les établissements sanitaires militaires et ceux des sociétés d'État ou à participation financière publique et des EPN, ainsi qu'un millier d'officines privées de pharmacie. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a rassuré les populations quant au vaste programme de mise à niveau des infrastructures sanitaires. Ayant en charge l'offre des soins, notre mission sera de mettre à la disposition de la couverture maladie universelle des infrastructures adéquates, un plateau technique aux normes, des prestataires de soins en nombre suffisant, qualifiés, disponibles et accueillants, des outils de gestion appropriés, des produits de santé de qualité. Le laboratoire national de la santé en charge du contrôle des médicaments a été visité dans le cadre de l'amélioration continue de la qualité de service. Parler de santé, c'est aussi parler d'environnement, environnement sain. La Côte d'Ivoire veut se doter d'un nouveau code de l'environnement, justement. L'ancien a été adopté en octobre 1996, il y a 23 ans. Selon l'Agence nationale de l'environnement, la révision du code s'impose et elle vient d'entrer dans sa phase active avec l'installation du comité de pilotage. Elle va coûter 300 millions de francs CFA. Les précisions de Walter Amadou Ouattara. Le Code de l'environnement est un recueil qui rassemble tous les textes législatifs et réglementaires en matière de protection de l'environnement. Ce code a été adopté le 3 octobre 1996. 13 années après, au vu d'un nouveau défi relatif, entre autres, au principe pollueur-payeur, à l'utilisation des pesticides dans le domaine agricole, à la menace sur la biodiversité et à la lutte contre l'exploitation anarchique dans le secteur minier, l'Agence nationale de l'environnement s'est engagée à mettre à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire un nouveau code de l'environnement à valider d'ici décembre 2019. Le code de l'environnement qui est mis en révision dispose à son article 35.5 le principe pollueur-payeur. Ça veut dire simplement que lorsque vous polluez, vous devez réhabiliter l'environnement à ce niveau-là. Il est prévu la prise d'un arrêté par le ministre de l'Environnement et du Développement durable afin de fixer les attributions et pouvoirs du comité de pilotage qui vient d'être installé. Afin d'obtenir les livrables tant attendus par le MINED. Ces livrables permettront au MINED, porteur du projet, de faire une présentation devant l'Assemblée nationale et mettre ainsi à disposition de toutes les parties prenantes un arsenal juridique pertinent pour la sauvegarde de notre environnement. À travers ces agences exécutrices telles que la RED+, la Banque mondiale finance à hauteur de 300 millions de francs CFA la révision du Code de l'environnement en Côte d'Ivoire. Au Soudan, le régime militaire annonce avoir déjoué un coup d'État. C'est ce qu'a affirmé donc hier soir un représentant du Conseil militaire au pouvoir lors d'une allocution retransmise en direct à la télévision nationale. Cette annonce survient alors que militaires et oppositions politiques doivent signer dans les jours qui viennent un accord définitif de partage du pouvoir négocié sous l'égide de l'Union africaine et de l'Éthiopie. Des dissensions existent au sein des forces de sécurité. D'ailleurs, le mois dernier, le Conseil militaire de transition avait déjà évoqué une tentative de putsch et procédé à une vague d'arrestations. Et puis avant de nous quitter, je rappelle que c'est aujourd'hui, vendredi, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, qu'a lieu la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Plusieurs chefs d'État ont fait le déplacement, 6 au total, ceux du Mali, du Niger, du Bénin, du Burkina Faso, du Togo, du Sénégal. Tous étaient aux côtés du président Alassane Ouattara pour prendre part donc à la cérémonie d'ouverture de cette 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, 13h, sur la chaîne qui rassemble.